La guerre était finie. Du moins, c'est ce qu'on disait. Le ciel de Miran IV brûlait encore. Des traînées rouges et violettes s'étiraient à l'horizon comme des cicatrices dans la chair du monde. Les croiseurs humains s'éloignaient lentement, leurs moteurs ioniques dessinant des arcs de lumière pâle dans le crépuscule. Le silence, après des mois de bombardements et de cris, était presque insupportable. Capitaine Elias Morel se tenait debout sur la plaine vitrifiée, le fusil en bandoulière, les bottes enfoncées dans la cendre encore tiède. Autour de lui, il n'y avait plus que des ruines, et le vent, un vent chargé de poussière et de regrets. Les ordres étaient clairs, évacuation complète, mission terminée. Mais Elias ne pouvait pas partir, pas encore. Quelque chose dans les décombres du dernier bastion alien l'appelait. Pas un son précis, plutôt une sensation. Une vibration dans l'air, un murmure à la frontière de l'instinct. Il avança, lentement. Son communicateur grésilla. « Morel, pourquoi t'es pas encore à bord ?»« J'ai une anomalie dans le secteur Delta. Je vérifie. »« On n'a plus le temps. Les vaisseaux quittant l'orbite dans 10 minutes. »« Je reviens vite, promis. » Il coupa la communication. Le silence revint, épais comme une couverture. Il entra dans ce qui restait du dôme principal des Miraniens, une structure de verre et de métal fondu, désormais éventrée par les frappes orbitales. La lumière passait à travers les fissures, créant des halos irisés sur les murs. Elias sentit quelque chose remuer, un bruit, léger, comme un souffle, puis un gémissement. Il pointa son arme par réflexe, mais son cœur s'arrêta une seconde plus tard. Devant lui, recroquevillé contre un pilier effondré, se trouvait une petite créature. Un enfant, peau argentée, yeux immenses aux reflets bleus, respirant difficilement, ses bras tremblaient. C'était un jeune Miranien, à peine âgé de quelques cycles, si ses souvenirs de briefing étaient exacts. Elias resta figé. Ces créatures avaient combattu jusqu'à leur extinction pour défendre leur monde. Des ennemis, disait-on, des menaces. Mais cet enfant-là ne ressemblait à rien d'autre qu'à un être perdu. Il abaissa lentement son arme. Et, doucement, « Je ne vais pas te faire de mal. » L'enfant leva les yeux, incompréhension totale. Pas un mot ne franchit ses lèvres, seulement un faible sifflement, un son liquide, mélodieux presque. Un langage qu'Elias ne pouvait pas comprendre. Il s'accroupit, sortit de sa poche une ration d'eau, la plaça doucement devant la petite créature. Celle-ci hésita, puis s'en saisit, tremblante. Elle but. Goulûment, Elias soupira. Il savait ce que cela signifiait. S'il restait ici, il désobéissait aux ordres. Mais s'il partait, il condamnait cet enfant à mourir seul. Un message clignota sur son brassard. Dernier décollage dans 4 minutes. Il regarda le ciel. Puis, l'enfant, et il prit sa décision. Elias trouva un abri improvisé sous les débris d'un ancien transport miranien. Les instruments humains indiquaient que l'atmosphère restait respirable, mais saturée de radiations faibles, dangereuses à long terme. Il s'en fichait. Il nettoya le sol, plaça l'enfant, qu'il appellerait bientôt Lyrie, à cause du son doux qu'il produisait sans cesse, sur une couverture thermique. L'enfant grelottait. Elias lui enroula une veste autour du corps. « Voilà, c'est mieux, hein ?» Lyrie observa ses gestes, sans comprendre les mots, mais ses yeux semblaient capter l'intention. Il tendit une main vers le visage d'Elias, toucha du bout des doigts la barbe sombre, puis la retira aussitôt, comme effrayé. Elias sourit. « Tu vois, je ne suis pas un monstre. » Il savait que ces mots étaient inutiles, mais la voix humaine, même incomprise, avait quelque chose de rassurant. La nuit tomba sur Miran IV. Les restes de la bataille brillaient encore au loin, comme des braises mourantes. Elias alluma un petit feu dans un récipient en métal, plaçant un capteur thermique autour pour brouiller les signaux. Personne ne viendrait les chercher maintenant. Il se demanda combien de temps ils tiendraient. Les réserves ? 4 jours, peut-être 5. Mais il s'en moquait. Il regarda l'enfant dormir, ses petites respirations sifflantes, son visage paisible malgré tout, et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que la fatigue, quelque chose de profondément humain. Le lendemain, il tenta de communiquer. Elias dessina dans la poussière un cercle, puis un autre. Il montra le soleil, traça une flèche. Lyrie pencha la tête, intriguée, puis répéta le geste avec maladresse. Leur premier mot, si on pouvait dire.
Les jours passèrent ainsi dans un calme fragile. Chaque soir, Elias racontait des histoires, pas pour être compris, mais pour combler le silence. Des souvenirs de la terre, de la pluie sur Paris, des rires dans les rues avant la guerre. Liri écoutait, les yeux grands ouverts, comme s'il percevait la musique derrière les sons. Puis un jour, il arriva quelque chose. Un grondement, d'abord lointain, puis plus proche. Elias se redressa, scrutant le ciel. Des ombres passaient au-dessus des nuages de cendres, des drones. Pas humains. Il attrapa Liri et le plaqua contre lui, cherchant un abri. Les capteurs grésillaient, les machines se scannèrent la surface, cherchant de la chaleur vivante. Si elle les trouvait, c'en était fini. Le feu avait laissé des traces thermiques. Il jura intérieurement. Il couvrit le petit corps avec une plaque de métal, se coucha dessus, bloquant la chaleur avec sa propre signature. Les drones passèrent. 1, 2, 3, puis le silence. Elias ne bougea pas pendant 10 minutes entières. Quand il rouvrit enfin les yeux, Liri le regardait. Ses yeux bleus luisaient faiblement dans l'ombre. Elias sourit, essoufflé. « T'inquiète pas, petit, je suis là. » Liri leva la main, et d'une voix à peine audible, il prononça quelque chose. Un mot, peut-être un nom, peut-être juste un son. Mais Elias sut, sans le comprendre, que ce mot voulait dire merci. Il sentit ses yeux le brûler. Le 3e jour, la situation devint critique. Les batteries du communicateur faiblissaient, les rations d'eau s'amenuisaient. Elias hésita. Devait-il tenter d'envoyer un signal? Mais s'il appelait, les patrouilles reviendraient. Et Liri serait capturé, disséqué peut-être. L'humanité n'avait jamais pardonné à cette espèce les pertes du siège de Titan Station. Alors il choisit encore le silence. Le soir, le vent se leva. Des particules de verre fouettaient l'air. Une tempête s'annonçait. Elias coinça les plaques autour de l'abri, serra Liri contre lui. Le petit grelottait, ses yeux mi-clos. Elias murmura « Tu vas t'en sortir, tu m'entends? Je te le promets. » Mais dans le fond, il n'était plus sûr de rien. Le ciel grondait. La poussière pénétrait partout. Et au milieu du chaos, une étrange paix l'envahit. Il comprit que cette guerre, que toute cette folie, n'avait jamais eu de sens. Mais ce moment-là, tenir un enfant dans ses bras, même d'une autre espèce, c'était peut-être ce que signifiait être humain. Et dans cette pensée, il trouva la force de continuer à respirer. La tempête dura 2 jours. 2 jours de rugissement, de poussière, de nuit totale. Elias resta éveillé presque tout le temps. Il calait les plaques, ravivait la chaleur de fortune, partageait les dernières gouttes d'eau avec Liri. Chaque minute, il croyait entendre un moteur au loin, peut-être un vaisseau humain, peut-être un reste de machine miranienne. Mais il n'y avait que le vent. Quand enfin le calme revint, le monde avait changé. Le paysage, autrefois gris et scintillant, était devenu une mer de sable figé. Le dôme du transport n'était plus qu'une carcasse tordue. Elias sortit, plissant les yeux. Le soleil perçait entre les nuages de cendres, projetant une lumière pâle. Liri suivait derrière, fragile, tenant la main d'Elias avec ses doigts, fins comme des branches. Il regarda autour d'eux. Rien. Pas un signe de vie. Il consulta le détecteur de radiation. Niveau en hausse. Le champ magnétique planétaire s'effondrait, lentement. Miran 4 mourait. Elias resta longtemps immobile. Puis il se tourna vers l'enfant. « Il faut qu'on parte d'ici. » Liri ne comprit pas, mais il vit la détermination dans ses yeux. Et cela suffisait. Ils marchèrent vers les hauteurs, en direction de l'ancien complexe orbital, là où les forces humaines avaient laissé leur module d'atterrissage. Peut-être qu'un module avait survécu, peut-être qu'il pourrait le relancer. Le chemin était long. Elias portait Liri sur son dos quand le petit faiblissait. Le poids n'était rien. Ce qui pesait vraiment, c'était le silence. Parfois, le vent soufflait à travers les structures brisées et faisait résonner des sons étranges, comme des voix oubliées. Elias se souvenait d'un vieux dicton. L'univers ne garde pas le silence des morts. Il le chante. Et ce chant, maintenant, il le comprenait. Le 2e soir, ils trouvèrent refuge dans un ancien observatoire. Les vitres étaient brisées, mais la coupole offrait un abri. À l'intérieur, les instruments miraniens scintillaient encore, alimentés par une énergie résiduelle. Des hologrammes flottaient dans l'air, constellations, orbites, symboles lumineux. Liri s'en approcha, émerveillé. Il toucha un des hologrammes.
Et celui-ci réagit. Une lueur bleue s'épanouit, projetant sur les murs une carte stellaire. Elias regarda, fasciné. Les coordonnées, ce n'étaient pas celles du système. Mirance était ailleurs, lointain, une autre planète, il comprit. C'était peut-être un refuge, un monde où les Miraniens espéraient fuir avant leur chute. Il murmura. « C'est là que tu venais d'aller, hein? C'est là que ta famille voulait t'amener. » Lyrie leva les yeux vers lui. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait la douleur dans la voix humaine. Alors il s'approcha et posa sa main sur le cœur d'Elias. Un geste, simply universal, Elias, sourit malgré lui. Il passa la nuit à étudier les écrans. Les symboles aliens lui étaient incompréhensibles, mais certaines structures ressemblaient à des protocoles de navigation. Il parvint à extraire une suite de chiffres, peut-être des coordonnées spatiales, peut-être une fréquence. Il nota tout dans son journal numérique, puis il s'endormit, la tête contre une console encore chaude. Un bruit le réveilla au matin, un vrombissement grave. Rythmé, il bondit, dégaina son arme. Mais ce n'était pas un ennemi. Au loin, une silhouette métallique descendait lentement du ciel. Un vaisseau de reconnaissance. Humain. Elias sentit son cœur battre plus fort. Ils étaient revenus. Ils scannaient la surface. Lyrie, lui, se cachait déjà derrière une colonne, tremblant. Elias comprit le dilemme en une seconde. S'il signalait sa position, il viendrait le récupérer. Mais il prendrait aussi Lyrie. Et il savait très bien ce que les laboratoires du commandement feraient à une créature vivante de mi-rang. Il resta debout, les yeux fixés sur le ciel. Puis il coupa son communicateur. Le vaisseau passa lentement au-dessus d'eux, ses projecteurs balayant la plaine. Elias serra les dents. Chaque fibre de son corps hurlait d'envoyer un signal, mais il ne bougea pas. Et quand le vaisseau s'éloigna, il sut qu'il venait de se condamner. Les jours suivants furent étrangement calmes. Lyrie retrouvait un peu de force. Il riait parfois. Un petit son cristallin, presque musical. Elias essayait de lui apprendre quelques mots. Il pointait du doigt « ciel, terre, moi, toi ». Lyrie répétait avec un accent étrange. Puis il faisait l'inverse. Montrait un objet et prononçait un mot miranien. Elias essayait de répéter, maladroitement. Ainsi, sans jamais se comprendre vraiment, ils finirent par partager une langue faite de gestes et de regards. Un soir, alors qu'ils observaient le ciel depuis le dôme fendu, Elias dit doucement « Tu sais, Lyrie, sur Terre il y a un mot, amour. Ça veut dire vouloir protéger quelqu'un, même au prix de tout le reste. » Lyrie inclina la tête, puis après un silence posa sa main sur le cœur d'Elias et murmura « amour », un mot d'une autre espèce, dans une autre bouche, mais il avait la même résonance. Elias sentit les larmes monter. Ce n'était plus un ennemi, c'était son fils. Mais le monde, lui, ne pardonnait pas si facilement. Le 7e jour, la terre trembla. Une onde de choc traversa la plaine, soulevant un nuage de cendres. Les détecteurs d'Elias s'affolèrent. Activité géothermique massive. Le noyau de Miran 4 s'effondrait. Il n'avait plus le choix. Elias prit Lyrie dans ses bras et courut vers les falaises. Là-bas, il avait repéré une structure encore intacte. Un module de transport humain. Semi-enfoui dans la roche. S'il pouvait le réactiver, il pourrait peut-être quitter la planète. Ils atteignirent la carcasse au crépuscule. L'air vibrait d'électricité. Des éclairs violets zébraient le ciel. Elias força l'écoutille, pénétra dans le module. L'intérieur était en ruine, mais le cœur du système semblait intact. Il tenta un redémarrage manuel. Les lumières s'allumèrent, clignotantes. Un souffle d'air chaud remplit la cabine. « Allez, allez !» Le moteur principal refusa de se lancer. Surchauffe. Détérioration du conduit à plasma. Il n'y avait qu'une chance. Lancer le système manuellement depuis l'extérieur, en réinitialisant la valve d'énergie. Mais une fois dehors, il n'aurait que 30 secondes avant que le champ magnétique ne se referme. Et la température dépasserait 1000 degrés. Lyrie, assis dans le siège du copilote, le regardait avec inquiétude. Elias s'agenouilla devant lui. « Écoute, petit, tu vas monter là-dedans, d'accord? Tu n'as rien à craindre. Je vais juste dehors pour réparer un truc. Après, on s'en va, ensemble. » Lyrie secoua la tête. Il comprenait d'une manière ou d'une autre. Elias força un sourire. Il posa la main sur la tête argentée de l'enfant. « Amour, tu te souviens ?» Lyrie hocha lentement la tête. Elias sortit. Le vent brûlant l'accueillit comme une gifle. Il courut jusqu'à la valve,
enclencha les sécurités manuelles, répara les circuits avec les outils restants. Des alarmes hurlaient dans le module. Puis la lumière rouge vira au vert. Le moteur se mit à vibrer. Il cria à travers le micro. « Lyrie, appuie sur le levier bleu. Maintenant. » Un silence. Puis le grondement du réacteur. Le module s'éleva lentement, ses propulseurs rugissant dans la tempête. Elias recula, levant les yeux. Le vaisseau montait, traçant une ligne de feu dans le ciel. Il tomba à genoux. La chaleur l'enveloppa. Et dans le dernier souffle du vent, il entendit une voix minuscule à travers le communicateur fissuré. « Amour !» Il ferma les yeux et sourit. Le module fendit les nuages de cendres, laissant derrière lui la planète mourante. À l'intérieur, Lyrie regardait par la vitre, silencieux. Le cœur d'enfant ne comprenait pas tout, mais il savait que quelque chose venait de s'éteindre. Sous lui, Miran IV se déchirait. Des fissures gigantesques couraient sur sa surface. Des lueurs écarlates s'échappèrent du sol comme le sang d'une blessure cosmique. Puis, lentement, le monde s'effondra sur lui-même. Englouti par sa propre lumière, Lyrie resta là, immobile. Un mot résonnait dans sa mémoire. Amour. Le module monta en orbite stable, dérivant entre les débris des anciens vaisseaux. Lyrie ne savait pas piloter, mais l'ordinateur automatique, guidé par le protocole d'Elias, exécuta les dernières instructions. Stabilisation, verrouillage du cap, envoi de balises. Une voix enregistrée se déclencha soudain. La voix d'Elias. Si tu entends ce message, c'est que le lancement a réussi. Bon travail, petit. Tu vas t'en sortir. La voix hésita, trembla légèrement. Je ne sais pas si quelqu'un viendra. Peut-être que tu seras seul un moment. Mais écoute-moi bien. Tu portes en toi ce que nous avons de meilleur, ce qu'aucune guerre ne peut effacer. Souviens-toi de ce mot, Lyrie Amour. C'est ça l'humanité. Ce n'est pas les armes ni les vaisseaux. C'est la main qu'on tend, même quand tout brûle. Le message se coupa. Puis le silence revint, immense et infini. Les jours passèrent. Le module dérivait lentement dans l'espace. Lyrie s'était habitué aux routines du système, recycler l'air, vérifier les capteurs, écouter la respiration mécanique du moteur auxiliaire. La solitude était grande, mais dans un coin de la cabine, il avait trouvé un objet étrange, un petit boîtier noir, marqué du symbole de l'unité terrestre. Quand il l'activa, une image holographique apparut, Elias son visage, figé dans une expression douce. Journal personnel du capitaine Elias Morel, entrée 217. Lyrie toucha l'hologramme. La voix reprit vie. Si un jour quelqu'un retrouve ceci, sachez que nous avons survécu plus longtemps que prévu. Les Miraniens n'étaient pas des monstres. C'étaient des êtres vivants comme nous, je crois, que j'ai enfin compris ce que signifie protéger la vie, pas seulement la nôtre. La voix s'arrêta. L'image vacilla. Lyrie resta longtemps devant l'hologramme. Puis il posa la main sur sa poitrine, là où Elias lui avait appris à sentir les battements du cœur. Et doucement, il prononça « Amour ». Des semaines plus tard, un signal apparut sur les capteurs. Un vaisseau inconnu approchait. Ses signatures n'étaient ni humaines, ni purement miraniennes, quelque chose d'hybride, mêlant les deux technologies. Le module vibra lorsqu'un rayon tracteur l'attrapa. Lyrie sentit la cabine s'incliner, puis le silence d'un hangar fermé autour de lui. L'écoutille s'ouvrit. Une lumière blanche envahit l'espace. Des silhouettes apparurent. Des humains, vêtus d'uniformes clairs, mais aussi derrière eux, d'autres créatures, de peau argentée. Des Miraniens. Lyrie recula, effrayée. Une femme humaine s'agenouilla doucement, tendant la main. « Calme-toi, petit. Tu es en sécurité. » Sa voix était douce, vibrante de chaleur. Derrière elle, un vieil homme miranien s'approcha, ses yeux d'un bleu profond fixant l'enfant. Il parla lentement dans la langue ancienne de Lyrie, et Lyrie, stupéfait, le comprit. « Tu n'es pas seul, enfant du feu. Nous avons attendu longtemps. Les signes du retour. » La femme ajouta. « Ce module portait le code d'un capitaine humain disparu il y a 10 ans, Elias Morel. » Lyrie se raidit, disant « Le temps dans le vide avait glissé autrement pour lui. » La femme sourit tristement. « Nous avons lu ses journaux. Ce qu'il a fait, ce qu'il a sacrifié, a tout changé. Grâce à lui, l'union entre nos deux peuples a commencé. » Elle posa la main sur l'épaule de Lyrie. « Tu es le symbole de ce lien, Lyrie Morel. » Lyrie leva les yeux. Le nom résonna en lui comme une lumière. Les années passèrent.
sous la bannière commune de la coalition Uma-Miranienne, un nouvel espoir prit racine. Les mondes dévastés furent reconstruits, les anciens ennemis apprirent à partager leur science, leur musique, leurs rêves, et dans chaque école, sur chaque planète habitée, un même récit était raconté. Il y eut un soldat humain, perdu sur une terre mourante. Au lieu de fuir, il resta. Il choisit d'aimer là où il aurait pu haïr, et de cet acte naquit une ère nouvelle. Ce soldat avait un nom, Elias Morel. Un jour, dans un centre d'entraînement orbital, un jeune instructeur à la peau argentée et aux yeux bleus observait les étoiles. Son uniforme portait les deux emblèmes, la Terre et Miran. Il s'appelait Lyri Morel. Devant lui, un groupe de cadets humains et miraniens attendait ses paroles. Il parla d'une voix calme, posée, empreinte d'émotion. Vous apprendrez à piloter, à survivre, à vous battre s'il le faut. Mais souvenez-vous, la force ne vient pas des armes. Elle vient du choix que vous faites quand tout semble perdu. Le choix d'aider, de protéger, d'aimer. Il leva les yeux vers le ciel. Là, parmi les constellations, brillait une étoile rouge. Les archives la nommaient Morel A, en mémoire de l'homme qui avait refusé d'abandonner un enfant ennemi. Lyri sourit. Dans le silence de l'espace, il crut entendre, juste une seconde, cette voix grave et familière murmurer « Bon travail, petit ». Il ferma les yeux, laissa le vent artificiel du dôme effleurer son visage. Le souvenir d'un feu, d'une planète en ruine, d'un cœur humain battant contre le sien. Et il sut, plus que jamais, que cet amour-là avait traversé les étoiles. Dans les années suivantes, Lyri consacra sa vie à bâtir le projet Héritage, une alliance dédiée à la protection de toute forme de vie. Des stations orbitèrent autour des mondes fragiles. Des vaisseaux portant les mots « pour la vie » sillonnèrent la galaxie. Et sur chaque coque gravée en deux langues, humaine et miranienne, on lisait la même phrase « Là où brûle la guerre, qu'un cœur reste pour aimer ». Bien des siècles plus tard, quand les générations oublieraient la douleur des batailles, les enfants écouteraient encore cette histoire au coin du feu des vaisseaux colonies. Une voix raconterait « Il était une fois un homme, seul sur un monde mourant. Il trouva un enfant d'étoile et découvrit que le courage ce n'est pas de tuer pour survivre, c'est de rester pour aimer. Et dans les yeux de chaque enfant, qu'il soit humain ou miranien, brillerait la même étincelle, celle qu'Elias avait laissée, un feu que ni le temps, ni l'espace, ni la mort ne pourraient jamais éteindre. Parce que dans l'immensité du cosmos, une seule vérité demeurait, l'amour est la dernière lumière de l'humanité.